Bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football africain. Il a remporté les Jeux Olympiques en 2000, la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et en 2002. Il participera cet été à sa 4e Coupe du Monde. Il fait régulièrement la une de la presse spécialisée, mais également de revues un peu plus originales comme Forbes, Vanity Fair ou Rolling Stone. Notre invité a une vie pleine de péripéties. Sa vie est un roman. Il en a fait une biographie, des chansons populaires et puis également une bande dessinée. Notre invité, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Samuel Eto'o. Samuel, bonjour. Je le disais, votre vie est un roman. On en a même fait une bande dessinée. Pourquoi avoir choisi de passer par ce moyen-là pour raconter votre vie? Je cherchais le moyen le plus facile pour pouvoir communiquer avec nos enfants. Et parallèlement, trouver aussi un autre moyen de susciter un certain intérêt pour nous adultes. Et je me suis dit une BD n'était pas mal. C'est comme ça que je suis parti dans cette idée. Alors dans cette BD, on retrouve l'enfant de Newbel qui n'a qu'une passion, le football, et qui, pour cette passion, est prêt vraiment à tout. Prêt à tout, ça dépend. Mais me sacrifier pour devenir footballeur professionnel, oui. Et je crois l'avoir fait et réussi à devenir footballeur professionnel. Et cela dure déjà pratiquement 16-17 ans. Alors, une trajectoire assez exceptionnelle, on va y revenir. Une trajectoire qui a connu quelques difficultés, avec notamment ce premier passage en Europe qui était vraiment pas facile. Je prends la mauvaise décision déjà comme tout jeune Africain ayant le rêve d'aller réussir en Europe, de rester sans papier en Europe. C'est dommage, mais bon. Vous êtes sans papier? Sans papier, oui. J'arrive avec un visa. Et puis, un visa, je crois, j'avais 10 jours. Je vais sur Avignon, Marseille, tout ça, et je reviens, et puis je décide de rester à Notre-Dame. Je reste à Paris, plusieurs mois. Et un jour, je dis à ma grande sœur, il faut que je rentre chez nous au Cameroun. Ce passage à Paris, je suis désolé de revenir dessus, c'est un moment difficile, où il y a des espoirs. C'est un moment difficile parce que vous restez plusieurs mois et vous sortez, je crois, 2 ou 3 fois, parce que c'était à l'époque où tout le monde était soupçonné d'être sans papier, et puis quand on vous attrapait, on vous rapatriait. C'était vraiment difficile, et en plus, quand je sortais, il faisait très très froid. Moi, je venais à Douala, quand il fait parfois 28 degrés, ma pauvre maman, elle dit qu'elle a froid, mais pour nous, on a chaud. Et donc, vous devez comprendre. Finalement, cette expérience parisienne ne fonctionnera pas. Finalement, c'est en Espagne que vous allez trouver, comment dire, une porte d'entrée, et pas par n'importe quel club, un des plus grands. Mais avant de rejoindre ce club, quelques mois, je suis revenu après mon retour à Douala. Je reviens au Havre pour faire un essai où on me propose un contrat, je ne sais pas, aspirant, un truc, je ne sais plus. Ça fait plusieurs années déjà. Et je décide de repartir au Cameroun. 2 mois plus tard, je signe au Real Madrid et là, mon rêve devient réalité. On touche du doigt le rêve, ça y est, parce qu'il y a des grands joueurs. Ça y est, non. Mais j'ai déjà l'opportunité de m'exprimer. Et ça, c'est pas facile. Mais à ce moment-là, tout dépend de moi, de mon savoir-faire. C'est plus... les gens ne peuvent plus rien faire pour moi. C'est moi qui dois aller chercher cette place, cette carrière. Et voilà. Au Real, il y a le rêve de l'arrivée, du début, côtoyer des grandes stars, apprendre à leur côté. Puis il y a un moment plus difficile où en fait on les regarde jouer, plus ou moins, c'est comme ça qu'on peut décrire cette période-là? Plus ou moins, non, c'est ça. On les regarde jouer, mais seulement toute relation est toujours belle au début. Elle est belle, elle est brillante, elle est tout ce que vous voulez au début, et puis plus de temps passe, on se pose des questions. C'était pareil pour moi, je me posais des questions. Est-ce que ma place était réellement ici? Est-ce qu'il ne fallait pas que je recule un peu pour mieux sauter?
Et je crois avoir pris la bonne décision. J'ai fait le bras de fer avec le club pour me retrouver à Majorque. Et là, je commence à jouer. Et à bien jouer. Du moins, c'est ce que les autres disent. C'est là qu'une carrière exceptionnelle commence. Majorque, une Coupe du Roi, Barcelone, hein, et puis début tous les week-ends. Les supporters madrilènes s'en souviennent notamment. Et derrière, le FC Barcelone, là encore, c'est un monument. Mais il était plus difficile pour moi de m'exprimer et briller à Majorque que de le faire à Barcelone. À Barcelone, j'avais les meilleurs joueurs au monde autour de moi, qui étaient supposés du moins être meilleurs joueurs. Et voilà, j'arrive à Barcelone qui était une vitrine, mais j'avais une seule envie, c'est de prouver au monde entier qu'un petit black peut être aussi bon que les autres, s'il a les moyens de s'exprimer. C'était important. C'était très important pour moi, très important, parce que avant moi, d'autres l'ont fait, mais je parle Georges, Ouya le grand frère, Abedi Pelé, Roger Mila, pour ceux qui sont un peu plus connus. Je n'oublie pas d'autres grands frères qui l'ont, comme Samuel Kouchour, d'autres qui l'ont fait avant moi. Mais c'est toujours une histoire de mode, on dirait. On ne nous prend jamais assez au sérieux, même si Georges a été ballon d'or européen et il aurait pu être 2 ou 3 fois de suite ballon d'or. Mais bon, ce sont les choses du football. Et moi, je voulais marquer une époque et de la meilleure façon. Vous l'avez cité tout à l'heure, vous avez cité Roger Mila. Vous avez appelé le Petit Mila. On m'appelait Petit Mila. Cette On relation-là. m'appelle toujours Petit Mila. Toujours? Toujours. Mais je suis le Petit Mila. C'est comme ça. Du moins, c'est un grand honneur pour moi que les gens m'appellent comme ça, parce que Roger est le début du rêve de tous les Africains qui aspirent, du moins de notre génération, qui aspirait à devenir des footballeurs. Et Roger nous a prouvé que c'était possible. Parce qu'à 41 ans, 40 ou 41 ans, il marquait des buts face aux jeunes de 18, 20, 25 ans. Et c'était incroyable. C'est une inspiration. Oui. Qu'est-ce qu'il avait d'unique, Roger Mila? Enfin, moi, j'ai mon avis là-dessus. Mais pour vous? Pour moi, il était plus intelligent que tous les autres. Ce que Roger pouvait faire dans une surface de réparation, aucun autre attaquant ne pouvait le faire. Roger n'était pas assez rapide, mais il était tellement intelligent. Et c'est incroyable. Et c'est pourquoi il a toujours marqué autant de buts. Alors vous, des buts, vous en avez marqué en club, pour le Cameroun également, puisque vous êtes le meilleur buteur de l'histoire des Lions Indomptables. Cette sélection, c'est une sélection pour laquelle vous vous sentez vibrer toujours, encore? Le Cameroun? En permanence? Le Cameroun? Ouais. C'est mon cœur. Si vous enlevez mon cœur, si vous ne le remplacez pas par vos nouvelles technologies-là, je meurs, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, on va en parler. Il va falloir défendre un maillot. Ça arrive très vite. C'est le maillot du Cameroun. C'est le nouveau. Hein. Le nouveau maillot des Lions Indomptables. Ça va pas être très facile de le défendre, car le groupe A, c'est une sacrée paire de manches avec de vrais adversaires en face. J'ai une expérience dans le football qui m'a permis de grandir et de comprendre que l'histoire du football s'écrit que le jour du match. Quand je suis arrivé à l'Inter, personne n'attendait l'Inter et on a tout gagné. On a même battu la meilleure équipe au monde à cette époque-là qui était le Barça. Tout est possible dans le sport. Mais la première victoire, il faut croire. Tout humblement, mais il faut croire. Moi, je suis fier d'être africain. Je suis fier d'être camerounais. Et je ferai toujours tout pour que mon pays soit plus élevé que les autres. Vous avez parlé de plaisir retrouvé. Il y avait notamment, je crois, le match de barrage contre la Tunisie. la Tunisie.
on avait l'impression que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de plaisir et de joie. Moi, ça fait 17 ans que je suis à l'équipe nationale du Cameroun. J'étais le plus jeune joueur en 98, au mondial en France. Et j'ai fait pas mal de matchs avec cette sélection. Mais contre la Tunisie, c'était un régal. Comment mes coéquipiers ont joué. J'étais content d'être dans ce stade avec tous ses frères et partager ce moment de joie. Et le football, c'est ça, partager ce moment. J'avais tous ces souvenirs quand je courais encore dans ces rues de Douala, de Nouvelle, où notre passion était seulement de jouer. Peu importe le résultat, était de jouer. Et j'ai eu l'impression que j'avais retrouvé ça ce jour. Même s'il a fallu beaucoup pour qu'on retrouve ça. Mais il y a encore du chemin à faire. Nous, les joueurs, on essaye de faire ce qu'on peut. Mais est-ce que ceux qui nous dirigent seront à la hauteur? Mais pas seulement aujourd'hui. Il faut bien un départ pour tout. Et c'est ce départ-là que nous voulons. Très bien, Samuel. Eh ben, les performances du Cameroun, des Lions indomptables, les vôtres, on les suivra sur France 24 naturellement. Merci. Eh bien, tout au long de la Coupe du Monde, on les suivra dans nos éditions, dans le Journal de l'Afrique. Et puis, ça commencera le 13 juin, je crois, face au Mexique. 13h. Tout à fait. Et puis, après, on aura l'occasion de parler de vous également cette semaine avec le match face au Paris Saint-Germain sous les couleurs de Chelsea. Merci à vous, sincèrement, Samuel, de votre disponibilité, de votre sincérité également. Merci au Mayfair Hotel de nous avoir accueillis. Et puis merci également aux équipes de Faya Prod qui ont permis de réaliser cette interview. Restez avec nous dans un instant, un journal.